Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Burger du mois, votre émission consacrée à la pop culture qu'on aime sur MCM. Cinéma, musique, jeux vidéo, comics, jouets, tout est là, c'est le meilleur du meilleur et c'est la recette d'un burger parfait, sans vouloir nous la péter, avec au sommaire ce mois-ci. Le steak, notre gros dossier, se posera la question qui fâche, peut-on encore avoir peur devant la licence vidéoludique Resident Evil ? Resident Evil. La salade, la pause nostalgie, nous ramènera 30 années en arrière, en 1987, pour la sortie du premier volet de L'Arme Fatale. Et la sauce, celle qui fait toute la différence, s'intéressera à Blo, un artiste qu'on aime beaucoup ici et qui vient de sortir son nouvel album. Au fait, Joe, est-ce que tu connais la blague de l'homme sans pouce ? Non. Elle est comme ça. T'es parti en vacances récemment ou pas? T'as pris des RTT Ouais. D'accord. Ben Repars. recommence, voilà. Et nous, on va commencer cette émission. Donc, et on va évacuer un petit peu tout de suite cette gêne dégueulasse en vous proposant le sans conservateur. Vous le savez, c'est la tradition du burger du mois. Chaque mois, on vous parle de tout ce qu'on va évacuer, de tout ce dont on ne va pas du tout vous parler dans cette émission. C'est le sans conservateur et c'est maintenant. As a great philosopher once said, more money, more problems. Nous ne vous parlerons pas de la série Training Day, adaptation sur la chaîne américaine CBS du film du même nom sorti en 2001 et qui mettait en scène Denzel Washington, un flic ripou qui faisait des misères à son protégé Ethan Hawke. Encore un film adapté en série donc, et bien que le réalisateur original Antoine Fuqua soit de retour aux commandes, difficile de s'intéresser à la chose à la vue du premier trailer et de ce qui semble être LA grande idée, la seule, faire du black l'apprenti et du blanc le policier véreux. Inverser les rôles donc. Super idée les mecs. Sir, somebody's in the trunk. Say, with observation skills like that, you're gonna make a fine detective. On ne vous parlera pas non plus de Rings, nouveau volet de la saga horrifique mettant en scène une cassette qui tue les gens qui la regardent. They're not real. Naomi Watts, vue dans Le Cercle et Le Cercle 2 en 2002 et 2005, n'est pas de retour. C'est dommage. Et l'angoisse non plus. On préférera donc revoir l'original, un film japonais de Hideo Nataka, sorti en 1998. Oui, parfois il vaut mieux être un petit peu snob. Putain, pas quand tu fais ça. Arrête, écoute, comme ça au moins tu es en condition. Voilà, tu es préparé pour notre steak du mois dans le burger, c'est le gros dossier. Et cette fois-ci, on va vous parler d'une licence culte, la saga Resident Evil. Alors culte, oui, mais parfois malmenée, en jeu vidéo ainsi qu'au cinéma. Souvent très mal adapté, il faut bien le dire, et qui, hasard du calendrier, voit débarquer ce mois-ci, sur console et en salle, de nouveaux volets. Donc nous, on pose la question, on vous la pose à vous, on se la pose à nous, en 2017, est-ce qu'on peut encore, vraiment, sérieusement, avoir peur de Resident Evil? Et alors promis, c'est un sujet sérieux, garanti sans aucune blague. Enfin, sans aucune blague de Nico Pratt, bien entendu. Même si de nombreux spécialistes remonteront les origines du genre survival horror à Sweet Home, un petit jeu bien anxiogène sorti sur Famicom en 89 au Japon, le fait est que le terme est réellement inventé lors de la sortie de Resident Evil, un jeu également signé Capcom, qui en reprenant plus ou moins le concept de Alone in the Dark sorti quelques années plus tôt, met le joueur en situation de solitude extrême dans un lugubre manoir face à des zombies assoiffés de sang. Resident Evil. La suite est connue, la création du japonais Shinji Mikami, également papa de Devil May Cry, va tellement cartonner qu'il lance carrément une mode. Fleurissent alors les suites qui seront rapidement entourées de jeux du même genre, Silent Hill, Project Zero et autres Forbidden Siren. C'est grâce à ce jeu-là que va naître ce mouvement des jeux d'horreur, mais à la fois action, oppressant. C'est vraiment un nouveau genre qui est né, parce qu'avant, les jeux étaient très figés, c'était des jeux d'aventure, c'était souvent vu à la première personne. Et le jeu faisait naître aussi cette angoisse de la dernière balle dans le pistolet, puisqu'on devait stocker ses munitions. Et c'était ça le sens du mot survival dans Survival Horror.
c'est vraiment ça, c'est que le personnage avait vraiment l'impression qu'il allait mourir ou qu'il était sur le point de crever. Quand il y a sa barre de vie qui tout d'un coup devient jaune et ensuite rouge, le héros il boite, il marche, il essaie de survivre tant bien que mal. Et Capcom a réussi à chaque fois surprendre les joueurs, tout du moins dans les tout premiers épisodes. À chaque fois, il repoussait la barre un petit peu plus haut dans les attentes des joueurs. Si aujourd'hui les premiers Resident Evil accusent leur âge, il est indéniable qu'à l'époque, ils proposaient une expérience inédite et qui, jouait seul dans une ambiance propice, causait son lot de sueur froide. Ce ne fut malheureusement pas le cas de l'inévitable adaptation cinématographique qui sort en 2002. Resident Evil. You're all going to die down here. Quelle que soit la piètre qualité des films, la saga ciné Resident Evil se porte toujours bien avec ses films produits pour pas trop cher et qui rapportent toujours suffisamment au box-office pour continuer d'exister. Le nouveau volet débarque sur les écrans ce mois-ci et il ressemble exactement à tous les autres. Mila Jovovich, lookée en Lara Croft, affronte la société Umbrella sur sa moto avec ses gros flingues. Jugez plutôt. Is that all you got? 'Cause if it is, I'm gonna have to kill you. Mais revenons si vous le voulez bien à la saga vidéoludique. Au début des années 2000, le genre survival horror commence déjà à s'essouffler. Les mécaniques vieillissantes n'effraient plus, il faut du sang neuf. Resident Evil 4. Ce coup de fouet, c'est Shinji Mikami, le créateur de la saga et donc du genre, qui va le donner avec Resident Evil 4. Mais avons-nous toujours affaire à un survival horror ? C'est un jeu qui a révolutionné le genre. Et il n'a pas seulement révolutionné le survival horror, il a révolutionné le jeu vidéo tout court. C'est-à-dire que on peut clairement voir, à partir de ce jeu, un avant et un après. Les gens ont clairement vu l'intention. Évidemment, c'était moins basé sur l'horreur, moins basé sur ce qu'on appelle le jump scare, c'est-à-dire le fait d'effrayer les gens par hasard, d'effrayer les gens avec un grincement de porte ou un zombie qui déboule de n'importe où. C'est une autre démarche, c'est une autre manière de faire peur aux joueurs, de le mettre dans l'aventure. Et l'aventure, du coup, du 4e opus, elle est trépidante, ça s'arrête jamais, ça va à toute berzingue. Et c'est une autre démarche, complètement de l'éditeur qui s'est su se remettre en question à un moment crucial de la série. On pensait qu'ils étaient cuits à ce moment-là, Capcom. Et là, ils ont sorti le 4e opus. Voilà, c'était le jeu parfait au meilleur moment pour eux. Une réussite qui en inspire d'autres comme Left 4 Dead, Dead Rising ou encore le formidable premier épisode de la série Dead Space qui remet l'angoisse au centre du gameplay, le temps de quelques séquences mémorables. Resident Evil continue inexorablement sa mutation en série d'action et on perd littéralement toute notion de peur dès l'épisode 5, souvent critiqué comme étant le pire de la saga. Héros bodybuildé, action non-stop, cliffhanger absolument ridicule, Resident Evil oublie ce qu'est l'angoisse et les fans désespèrent. En 2012, les gens de chez Capcom commencent à percuter que l'horreur manque. Resident Evil 6 tente donc le grand écart à même de satisfaire les nouveaux fans amateurs d'action et les vieux briscards qui réclament un retour à l'atmosphère angoissante des débuts. En résulte un épisode hybride, parfois brillant mais trop morcelé pour vraiment convaincre. La tentative est belle et réserve tout de même quelques chouettes séquences. C'est finalement en 2015 que l'espoir ressurgit avec la présentation par Capcom à l'E3 d'une démo intitulée The Kitchen, dont il se dit qu'elle n'est autre que le premier aperçu de Resident Evil 7. Et à la surprise générale, tout est transformé. Les gens ont encore envie d'avoir peur et en plus on leur propose d'avoir peur avec le casque de réalité virtuelle. Donc oui, il y a vraiment une offre, c'est une offre risquée, c'est un pari vraiment audacieux. On ne sait pas si ça va marcher, si le public va répondre, mais en tout cas, au moins, ils auront tenté quelque chose, ils n'auront pas fait un truc un peu bateau comme le 6e épisode qui est très décrié. On ne va pas se mentir, même si le passage en vue FPS est de prime abord le plus gros changement, c'est surtout le retour à une atmosphère malsaine et à une évolution lente et douloureuse dans une lugubre bâtisse qui nous excite. La possibilité de jouer avec un casque VR ne fait qu'amplifier cette impression et on se demande même presque comment les âmes les plus sensibles pourront vraiment tenter l'aventure dans ces conditions, tant l'expérience
s'avère traumatisante. Les premières heures passées à jouer nous amènent même à nous poser cette question. Est-ce que Resident Evil 7 ne serait pas finalement l'épisode le plus flippant de la saga ? C'est ça le paradoxe de Capcom, c'est ça le paradoxe de cette série, c'est que elle est entre tradition et modernité, si je puis dire. C'est qu'ils ont inventé leur propre code du survival horror, ils l'ont fait fructifier, ils l'ont réinventé plusieurs fois, et ils prennent des risques, et à la fois, parfois, ils s'endorment sur leur laurier. Et c'est vraiment, c'est les montagnes russes émotionnelles entre des épisodes qui sont à la fois détestés, adorés, et on ne sait pas vraiment à quoi on peut s'attendre avec ce 7e épisode. C'est ça le plus gros suspense. On ne sait pas du tout où il va se situer par rapport à la série. Et c'est peut-être ça aussi qui intrigue les joueurs. Sur le papier, tout roule, mais attention, Capcom n'a pas encore totalement sorti sa saga du bourbier. Les fans, encore eux, commencent déjà à gueuler face au manque apparent de rapport avec la saga originale, et on peut les comprendre. Plus de zombies, plus de virus, aucun des personnages historiques au rendez-vous. On va évidemment attendre un petit peu pour juger définitivement, mais Capcom prend effectivement des risques en s'éloignant autant du noyau originel. Pour Resident Evil, 2016 marquait les 20 ans de la saga, et Capcom n'est pas connu pour abandonner une licence capable de lui apporter de l'argent. Preuve en est, l'arrivée pour cette année d'un remake complet, promis et espéré depuis des lustres, celui de Resident Evil 2, le meilleur épisode de la série. Nous, depuis l'annonce en 2015, on n'en peut plus. Ce mois-ci, Drake nous a une fois de plus envoyé une cargaison de comic books 100% made in USA, pas encore traduit en français. D'ailleurs, j'en ai un petit paquet là, je suis même en mesure de vous spoiler toute la nouvelle saison de Walking Dead si je veux. Ouais, enfin, vu le rythme auquel va la série télé en ce moment, je pense que tu peux même spoiler facilement 3 saisons entières. Aucun problème. Il paraît qu'à la fin, on apprend que c'est un rêve et que tout se passe dans la tête d'Augustin Trapenard. Chut, arrête de dire n'importe quoi. Bref, Drake nous a envoyé de l'indépendant, du Marvel, du DC Comics, et là, il y a All Star Batman. Ça défonce. All Star Batman n'est pas la suite du All Star Batman de Frank Miller, non, All Star Batman est un nouveau titre écrit par Scott Snyder qui sort tout juste de 5 ans à la tête de la série principale Batman, et en gros, c'est un petit peu son « il y en a un peu plus, je vous le mets quand même ». Cette nouvelle série est constituée de plusieurs aventures racontées en quelques numéros, dans lesquelles Batman se retrouve confronté à tous les méchants que Snyder n'avait pas encore eu le temps de traiter dans la série de base. Double Face, Mr. Freeze, Poison Ivy, le Pingouin, tous sont au rendez-vous. Ce n'est toujours pas édité en français, on prie donc les éditeurs de se manier un peu, et en attendant... Drake, tu feras une bise à Gillo, sur la fesse droite. C'est ma fesse préf. Moi aussi. Joe et moi-même, ce sera sûrement une surprise pour vous, nous ne faisons pas que présenter la superbe émission que vous regardez en ce moment même. Non, nous avons une autre grande passion qui nous prend pas mal de notre temps, il faut le dire. C'est vrai que ça commence à décoller, gentiment, on se la pète pas trop, mais ça y va. Bref, Nico et moi, notre gros truc, c'est le hip-hop. Alors notre album n'est pas prêt, on le peaufine encore un petit peu, il a besoin de polissage. Et avant de vous le recommander chaudement, notre propre disque, on vous conseille celui de Blow. Blow vit à Paris, il a 37 ans, il a été le chanteur de l'excellent groupe indie pop LDA, puis a officié sous le nom de France is Dead. Francis Dead comme Francis Dead ou France is Dead? C'est la 2, c'est Francis Dead, je crois. Il y a quelques semaines, il a sorti un nouvel album sous son nom de famille, Blow, donc un album pop plein à craquer de grandes mélodies. Nous sommes allés à la rencontre de Laurent Blow pour tout simplement faire les présentations. C'est de la mayo que tu bouffes? J'adore ça. Il t'en reste? Ouais. Et de la sauce barbecue aussi. Je prends ça. Merci. Je dirais que j'ai vachement été influencé par la musique qu'il y avait à la maison, enfin en tout cas les disques de mon père. On a eu des CD assez tard à la maison et le premier CD était déjà vieux, c'était un live de Queen et un double live à Wembley. Et j'ai écouté surtout des vinyles, les Beatles, les Kings, du blues anglais aussi énormément, des trucs de guitare.
j'écris une chanson, j'ai envie qu'on retienne, j'ai envie qu'il y ait un gimmick, j'ai envie qu'on retienne le refrain tout de suite. Donc c'est un truc, autant j'écoute pas mal de trucs de musique assez répétitive à la maison ou de trucs pas du tout pop, autant quand j'écris une chanson, il faut que je m'en souvienne quand je suis en train de la composer, de l'enregistrer, il faut que je m'en souvienne le lendemain en me réveillant. C'est vraiment un truc que je recherche. Ouais. Aujourd'hui, je peux te dire que j'aime totalement ma musique et que j'ai envie de l'aimer encore plus. Quand on commence à en faire, tout le monde a un peu ses raisons, mais on a envie de s'amuser. Et au bout d'un moment, on peut avoir tendance à se perdre et à faire des choses qui sont plus dictées par qu'est-ce que je devrais faire pour que ça marche, qu'est-ce qui marche un petit peu. Et j'avoue que sans doute, je me suis perdu quelquefois à essayer de faire des trucs qui ne me ressemblaient pas vraiment. Quand j'ai enregistré cet album, l'enregistrement a pris 1 an. J'ai voulu vraiment faire la musique que je voulais écouter. Donc a priori, oui, j'adore cette musique. Le burger est fini pour aujourd'hui. La salade dans le burger du mois, c'est la pause nostalgie. Et là, attention mesdames et messieurs, nous touchons à l'intouchable, au culte, au sacré même. Nous allons vous parler de L'Arme Fatale, sorti il y a quasiment 30 ans, le 6 mars 1987, aux États-Unis. Je suis trop vieux pour ces conneries. Non, t'es pas trop vieux pour ces conneries. Pas trop vieux pour ces conneries. On n'est pas trop vieux pour ces conneries. I'm too old for this shit. Culte, on vous dit. L'Arme Fatale est donc sortie aux États-Unis en 1987 et pour un modeste budget de 15 millions de dollars, en a rapporté plus de 120 un peu partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle un succès. Le film a été écrit par Shane Black, alors un illustre inconnu de 25 ans, pas encore scénariste star du cinéma d'action des années 80. Last Action Hero, Ouais. le dernier Samaritain, c'est lui aussi. Mais Last Action Hero, c'est les années 90. C'est vrai. Ils ont quelques arguments que les méchants n'ont pas. Cette fois-ci, j'aimerais t'entendre gueuler. Joue-moi du rap si tu veux. Mais nous n'en sommes pas encore là pour le moment. En 1985, Shane Black est chez lui, il sirote un soda et il imagine 141 pages d'un buddy movie bien sombre et très différent de ce que sera le film au final. Par exemple, dans la première version du script, la dernière scène, c'est un camion rempli de cocaïne, s'écrasant sur les collines d'Hollywood et répandant donc cette neige synthétique au-dessus de Los Angeles et du panneau Hollywood. L'image a de la gueule, mais on ne la verra jamais sur grand écran. Cette version du script, d'ailleurs, fut pendant longtemps entre les mains de Shane Black avant qu'elle ne soit finalement vendue aux enchères. C'était il y a quelques années. C'est moi qui l'ai acheté. Cher. Ça coûte un bras. Are you as good as you say you are? Nobody can touch me. Une autre info, Nicolas ? Oui, avec plaisir, Jonathan. L'Arme Fatale, le 1, comme le 2, le 3 et le 4 ont été réalisés par Richard Donner. Pas n'importe qui, puisqu'il est également le réalisateur de Superman, avec Christopher Reeves, des Goonies et de La Malédiction. Bref, pas un manchot, mais il n'était pas le premier choix. En effet, le poste de réalisateur fut d'abord proposé à... Je te laisse deviner. Fabien Antoniente. Non. Jean-Marie Poiré. Non. Christophe Baratier. Non. Augustin Trapenard. Non. Oh, qui ? Léonard Nimoy. Léonard Nimoy, le Spock, exactement, le Spock de Star Trek, qui préféra se concentrer sur son remake de 3 hommes et un couffin. Rigole pas, ça a fait un énorme carton. D'accord. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. Mais Richard Donner n'est pas le seul à avoir bien failli ne pas faire partie de l'aventure. Alors si je vous demande d'imaginer L'Arme Fatale sans Mel Gibson, vous penserez sans doute que c'est impossible. L'Arme Fatale sans Mel Gibson, c'est un peu comme... Braveheart sans Mel Gibson. Oui, non, je pensais plutôt à... Tequila Sunrise sans Mel Gibson. Holy smoke, it's you. Oui, bon, en tout cas, il a bien failli ne jamais jouer le rôle de Martin Riggs. En effet, Bruce Willis fut un temps considéré, mais il refusa le film et à la place, il a accepté d'interpréter John McClane, évidemment, dans Die Hard, Piège de cristal, un rôle laissé libre par Mel Gibson, qui l'avait refusé avant lui. Incroyable. Bah voilà. A New York cop, John McClane, has come to see his wife. I missed you. Instead,
he's going to have to save. En même temps, est-ce que tu sais qui d'autre a refusé l'arme fatale, Joe? Mais non, Nico, dis-moi donc. Eh ben, je vais te le dire. Pierce Brosnan, Kevin Costner, Michael Douglas, Richard Gere, Harrison Ford, Jeff Goldblum, Augustin Trapenard, Michael Keaton, Sean Penn, Christopher Reeve, Kurt Russell, Charlie Sheen et Patrick Swayze, ils ont tous refusé le rôle de Martin Tout Riggs. ça Et même Christophe Lambert, le mec d'Hercule et Sherlock. On se calme! On n'est pas Euro Disney là, on travaille. On travaille en silence, concentré. L'arme fatale, c'est l'essence même du buddy movie. Deux mecs qui ne vont pas ensemble, mais qui apprennent à aller de l'avant. Il ne s'agit pas du premier buddy movie, mais Shane Black sublime le genre, allant bien au-delà du simple film de flic. Personnage brisé, flic suicidaire, une gamine perdue dans la drogue et le porno. Oh, je me suis L'arme laissé fatale emporter. n'est pas une comédie, c'est un film noir. Pourtant, après son carton au box-office, une suite sera très vite mise en chantier. Et sur l'affiche de l'arme fatale 2, on pourra lire The Magic is Back, que tu traduirais par La magie revient. La magie est de retour. Je pense que t'es fluent, toi. Car oui, cette alchimie entre les deux personnages a ceci de magique qu'elle n'est jamais évidente, mais toujours indispensable. Ça te fait penser à qui? Alchimie, duo, magie, Harry Potter. romance, Harry Potter. Ah non. Je sais pas. Deux mecs qui bossent ensemble, qui apprennent à se connaître Ah, au nous quotidien. Nous Bah voilà. Nous. Fais-moi un petit bisou. Non. D'accord. I'm getting too old for this shit. Les pickles, c'est ce qui donne le piquant au burger, et dans notre burger du mois, c'est donc les clashs, les grands conflits de la pop culture. Et ce mois-ci, nous nous attarderons sur l'éternelle histoire de la censure contre la liberté d'expression. Vaste sujet, symbolisé par un sticker, le Parental Advisory, un sticker qui vous dit forcément quelque chose puisqu'il s'agissait d'un message d'information visible sur la pochette d'album contenant des insultes comme Nique ta mère la chauve par exemple, c'est-à-dire sur les meilleurs albums de rap de l'histoire. Les acteurs de ce clash de connards sont Prince, Frank Zappa, l'ex-femme d'Al Gore et l'Amérique des années 80, Récit. Suce ma bite. Et enculé. Tout commence avec Mary-Elizabeth Tipper Gore, la femme d'Al Gore, aujourd'hui son ex-femme. La pauvre dame achète un jour un peu par hasard l'album Purple Rain de Prince et décide de l'écouter en compagnie de sa fille de 11 ans. Problème, ce disque contient l'un des titres les plus salaces du Kid de Minneapolis, Darling Nikki. Dans cette chanson, Prince parle entre autres d'une fille qui se masturbe, et ça passe mal chez les bourgeois, et voilà donc Madame lancée dans une croisade contre les gros mots. Le heavy metal est, sans surprise aucune, pris pour cible, mais Tipper Gore s'en prend également à Massacre à la tronçonneuse et Donjons et Dragons. Pour Mrs. Gore, nos chères têtes blondes sont menacées par les attaques perfides d'artistes sataniques et la famille nucléaire risquerait de voler en éclats. Pour mener à bien sa croisade, Mrs. Gore recrute parmi les femmes d'hommes politiques haut placés à Washington. Elles se font appeler les Washington Wives et fondent le Parents Music Resource Center, PRMC, en 1985 afin de faire pression pour un contrôle strict de l'accès aux enfants à des chansons abordant la violence, la drogue ou le sexe dans leurs textes. Une partie de la communauté chrétienne soutient activement l'offensive, mais en face l'opposition émerge. La campagne Parents for Rock and Rap, défendant la liberté d'expression, est menée par l'activiste Mary Morello, qui n'est autre que la mère du guitariste de Rage Against the Machine, Tom Morello. Le PMCR cible même ses ennemis et produit une liste de 15 titres à bannir absolument pour les jeunes. Cette liste, diffusée dans la presse, devint connue sous le nom de The Filthy 15. Prince, Madonna, Judas Priest, Cyndi Lauper, Def Leppard, AC/DC et Motley Crue s'y côtoient. Alertés par l'écho considérable dans l'opinion publique, 19 maisons de disques décidèrent de mettre en place la mention Parental Advisory, Explicit Lyrics.
Encore plus hallucinant, le Sénat décide d'auditionner publiquement des musiciens au sujet du contenu inapproprié dans certains morceaux de rock. À la défense, John Denver, Dee Snider et Frank Zappa, ils défendent ardemment la liberté d'expression, sans succès. Très vite, le Parental Advisory devient l'étendard, non pas du rock, mais du gangsta rap. Meurtre, violence, sexe, trafic et consommation de drogue sont en effet des thèmes incontournables pour les rappeurs. Et le sticker devient presque une banalité sur les pochettes. Mieux, les artistes ont retourné ce stigmate et attiré le public par leur liberté de parole. Tous les grands albums de rap sont marqués de ce sceau. Illmatic de Nas, Enter the Wu-Tang, The Chronic de Dr. Dre, Ready to Die de Notorious B.I.G. À tel point qu'il est devenu un élément graphique de toute bonne pochette d'album hip-hop. Les nouvelles générations de rappeurs revendiquent même cet héritage. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. Aujourd'hui, le Parental Advisory sur les disques semble presque anachronique, le vestige d'une époque révolue, mais il subsiste sous d'autres formes tout aussi perfides. La mention explicite est par exemple inscrite en lettres rouges dans les métadatas des morceaux sur iTunes. Même si vous n'y faites pas attention, elles sont bien présentes. Pire, la censure s'adapte et innove. Fin 2014, Apple a breveté une technologie permettant de scanner les chansons et de supprimer les gros mots. La bataille n'est peut-être pas terminée. Un bon burger se doit d'être servi avec ses frites, et les frites dans cette émission, ce sont nos jouets, en tout cas nos objets. Et chaque mois, c'est un duel entre Joe et moi, un duel dont vous désignez le gagnant sur Twitter. Ou la n'hésitez gagnante. pas, ou la gagnante. Il y a un petit hashtag là, hashtag burger du mois, vous n'hésitez pas à voter. J'avoue, le mois dernier, Joe, tu as créé la surprise avec ton Kylo Ren, qui a gagné face à mon Angry Birds Star Wars taille réelle. Avoue que mon jouet était quand même plutôt cool. On s'y attendait pas. Mais le combat continue. Et ce mois-ci, j'espère bien savourer une victoire. Ouais. Attention, t'es prêt? T'es prêt? Oui. Avec ce Dark Vador. Un Dark Tous les Vador, mois, c'est Star Wars avec Nico Pratt. Hein, Je ne connais pas d'autres films. Un Dark Vador, attention, qui Oh non brille de mille feux. Ah, j'ai perdu. Et qui fait également une petite musique. À mon avis, j'ai perdu. Vous allez me demander, on va tout savoir. d'où vient ce truc. Ça vient du Costa Rica. C'est un produit absolument pas approuvé par Lucasfilm. Ce n'est pas un produit D'accord. officiel Star Wars, ce qui ne lui donne que plus de valeur et devrait m'apporter la victoire. D'accord. On peut savoir combien ça coûte à peu près? Ça doit coûter une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça. Je remercie l'être aimé qui me l'a ramené de vacances. Bon, moi j'ai ramené ça. Ok. Monsieur pense que la Salut. taille compte? Alors, il s'agit du Château des Ombres, le château de Musclor, mais en version des années 2000, donc beaucoup plus grand que l'original, qui était déjà quand même assez fat quand j'étais petit. Et donc, c'était vendu par le site internet Matty Collector, mais qui vient de fermer. Donc moi j'ai réussi à la choper, mais ça va devenir de plus en plus rare, donc de plus en plus cher. C'est-à-dire que là, si vous le trouvez sur internet, ça risque de vous revenir à un petit peu plus cher qu'une PS4, ce qui quand même n'est pas donné, il faut bien le dire. Donc c'est à vous de décider qui gagne entre Nico Pratt, ici même, avec ses lumières Dark Vador. J'en ai deux. Oh La non, Stormtrooper aussi. c'est de la triche aussi. Le mec il en ramène deux. Bon bah, le Pardon. hashtag c'est Burger du mois sur internet, Facebook, Twitter, tout N'hésitez ça. pas. Vous n'hésitez Voilà. pas et vous votez pour moi. Allez, moi j'abandonne. Le burger du mois touche à sa fin. Déjà, il est presque terminé, mais il ne serait pas totalement complet sans son petit drapeau. Le petit drapeau, c'est ce dont on espère vous parler le mois prochain. Et on se quitte sur ces images en vous souhaitant un excellent appétit. Et n'oubliez pas, vous serez jamais trop vieux pour ces conneries. Le mois prochain, on espère vous dire à quel point Marvel vs Capcom Infinite, c'est l'apothéose de la saga Marvel vs Capcom. Attendu par des dizaines de milliers de fans de Versus Fighting, le jeu de baston culte revient avec un casting enrichi qui comprendra cette fois Captain Marvel et peut-être même Ultron pour la première fois, et un scénario apparemment plus fouillé qu'auparavant. Mais en vrai, le scénar, on s'en balèque. Ce qu'on veut, c'est qu'Iron Man se fight avec Megaman. Alors dit comme ça, on pourrait croire qu'ils sont de la même famille, alors que non. Il y en a un qui est américain et l'autre, il est japonais.
tigers, still piling fast bucks Afghani. On se la refait. Yeah, we bustin' backseat. The only thing that close quicker than our caskets be the factory. Fuck the slow-mo.